Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis maintenant plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Pascal Choisel, entraîneur national de triathlon. On est revenu sur son parcours en tant qu'athlète, son passage en tant qu'entraîneur, la planification de l'entraînement, les outils qu'il juge plus qu'utiles pour progresser, et enfin, pourquoi la France a autant d'athlètes de très haut niveau actuellement. Bonne écoute. Salut Pascal, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben, je vais très bien. Voilà, une belle journée ensoleillée encore sur le sud de la France, parfaitement. Toi, t'es sur Montpellier, c'est ça? Ouais. Je suis sur Montpellier. Je suis en fait basé sur le pôle de. Je travaille sur le pôle de Montpellier, le pôle France, et puis un petit peu sur le pôle Espoir. Mais voilà, alors, essentiellement l'entraînement sur le pôle, et puis avec ma collègue entraîneur national Stéphanie Gros. Je m'occupe aussi des équipes de France et notamment des déplacements sur les compétitions internationales, telles les championnats du monde, enfin les épreuves du championnat du monde, le test event là, qui a lieu à Paris au mois d'août, et puis on se prépare pour la grande finale, départ la semaine prochaine à Pontevedra. Ça fait beaucoup de postes. Avant de parler un peu de cette partie entraîneur, euh, toi, comment tu as commencé le triathlon? Parce que c'était une époque où c'était, j'imagine, beaucoup moins populaire que maintenant. Comment ça s'est passé pour toi? Ah, alors, moi j'ai une histoire un petit peu sportive, enfin elle est pas particulière, mais j'ai un peu bougé. Je viens du milieu de la natation. Au départ, je suis nageur, et puis et je courais bien. Je courais bien parce que dans les petites catégories, ben je gagnais les départementaux, les régionaux, les interrégionaux, et le pentathlon moderne s'est intéressé à moi à l'époque. Donc ça, on était dans les années 77, 78. Donc j'ai commencé le pentathlon et ça a bien marché pour moi. J'étais en équipe de France, j'étais sur la liste de haut niveau. Et puis est arrivé dans les années 80. Moi, j'ai bien commencé à regarder vers les années 84, 85 le triathlon, bien que ça avait commencé avant avec Nice en 82. Après, on va pas refaire toute l'histoire. Je vais pas refaire toute l'histoire du triathlon, mais donc voilà, je commençais à regarder un petit peu. J'avais des copains qui s'y mettaient. Je dis tiens, ça a l'air sympa cette histoire-là. Et puis j'arrive en bout de piste aussi de mon histoire pentathlon, donc j'avais envie de bouger. Et puis j'ai essayé. Donc j'ai essayé un triathlon, et puis ça a pas trop mal marché. Mon second triathlon, un sprint, je gagne, voilà. Donc j'avais les qualités de nageur et de coureur. Bon, il fallait que je travaille le vélo, donc c'est ce qui me faisait le plus mal. J'avais rapidement mal aux jambes, mais enfin bon voilà, le vélo c'est pas très compliqué, mais il faut faire des heures de selle. Et puis voilà, j'ai été athlète de haut niveau en triathlon pendant 6 ans. Et puis dans 1994, j'ai arrêté pour différentes raisons. Les gens de l'époque se sont intéressés à moi pour que je fasse des formations pour que je bascule du côté de l'entraînement, puisque la fédération est en train de se structurer avec des cadres techniques, avec un DTN, voilà, avec des entraîneurs nationaux, mais il y avait très peu de cadres à la Fédération française de triathlon. Alors, quand j'entends des cadres, c'est des professeurs de sport, hein, pas d'EPS de sport, hein, donc qui sont au ministère des Sports, bien que maintenant on soit rattaché à l'Éducation nationale. Et voilà, il y avait très peu de cadres techniques, donc spécifiques et spécifiquement formés pour l'entraînement. Et donc j'ai pris les rênes, je me suis formé, j'ai commencé à entraîner. J'ai entraîné d'ailleurs ma très chère collègue avec qui je travaille aujourd'hui, elle avait 17 ans. Donc ça remonte un petit peu, on a une belle histoire, voilà,
d'un bon partage. Et puis après en 2000, j'ai passé le concours du professorat de sport. Et puis voilà, j'ai intégré vraiment là officiellement la fédération en tant que cadre technique. Et puis depuis, jusqu'à ce jour, voilà, j'ai été sur les missions essentiellement de l'entraînement et du coaching des équipes de France. Quand tu dis que tu as été athlète de haut niveau en triathlon, c'est-à-dire que tu faisais parce qu'aujourd'hui, tu as plein de distances, mais la distance olympique, c'est le M, je rappelle. Ouais, Tu faisais surtout oui, cette distance-là? oui, essentiellement sprint et M, oui, voilà. Mais quand je dis athlète de haut niveau, je ce qu'il faut entendre derrière athlète de haut niveau, c'est listé au niveau, donc les listes du ministère des Sports. Voilà, c'est pas au niveau, voilà, c'est pas péjoratif le terme, mais enfin, c'est parce que j'ai été listé dans 2 sports différents. On m'a dit que tu étais aussi cadre au bataillon de Joinville. Ça fait partie de ton parcours. Donc, tu as entraîné beaucoup d'athlètes au bataillon de Joinville. Voilà, j'ai pas voulu être trop long, mais effectivement, on t'a bien dit, on t'a bien dit. Ma première carrière j'étais militaire, hein. Comme j'étais athlète de haut niveau, j'étais au bataillon de Joinville, hein. Aujourd'hui, ça s'appelle l'armée des champions. Voilà, donc j'ai été athlète de haut niveau au bataillon de Joinville en tant que militaire, en pentathlon et en triathlon. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la bascule, quand je le disais en 1994, je me suis retrouvé donc à jouer le rôle de chef de section, donc la partie, je dirais, administrative, militaire, gérer la section et surtout on m'avait demandé de l'organiser, de la structurer, et j'avais aussi le rôle d'entraîneur de cette section, donc je jouais les 2 rôles. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis après de me former, de faire des formations, aussi d'utiliser un petit peu mon parcours, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, essayer de faire des liens avec les formations pour être le plus opérationnel possible. Et est-ce que c'était pour toi une sorte de vocation, révélation de devenir entraîneur après ta carrière d'athlète? Ou c'est plutôt parce qu'on est venu te chercher? Non, 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 c'était une vocation. J'ai enseigné. Ça a toujours été quelque chose. Alors le terme très, très, très global de l'enseignement, hein, ou de l'entraînement, mais ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire. Moi, j'aime le terrain. Voilà, j'arrive à un âge avancé, mais j'aime le terrain. Je suis pas quelqu'un qui aime passer des heures derrière un ordi. Voilà, ne courage pas. J'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours, et puis c'est pour ça que j'ai fait des formations un petit peu spécifiques. On y viendra, je pense, tout à l'heure, pour continuer je voulais pas non plus. Il faut grandir, hein. Enfin, le but de l'être humain, c'est de grandir et de s'élever. Donc, j'ai voulu essayer, avec mes moyens, de m'élever et d'être un peu meilleur chaque jour. Là, au début, donc, pour moi, t'es cadre au bataillon de Joinville. Après, tu rentres un peu plus à la fédération. Ça, pareil, c'était une volonté de ta part. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te postulais pour être, entre guillemets, avoir un entretien? Comment ça s'est passé? Quand j'ai fait le choix d'arrêter la partie, je dirais, vraiment sportive, et ma carrière de sportif, j'ai émis le souhait, et j'en ai parlé au DTN de l'époque, et puis au responsable du bataillon de Joinville de l'époque. Et voilà, il y a des gens qui ont été là, et dont un que tout le monde connaît parce que ça a été le manager de Poissy pendant des années, c'est Philippe Gros. Je lui dois lui aussi des remerciements, mais ces personnes m'ont aidé, ont cru en moi et m'ont dit vas-y, fonce. Et donc on m'a confié des responsabilités, on m'a confié le choix à l'époque. En parallèle de ça, pour la petite histoire, je m'occupais du bataillon de Joinville, mais il fallait monter le pôle France de l'INSEP. Et pendant 2 ans, en même temps que je me formais, je faisais des allers-retours aussi à Paris pour essayer d'organiser un peu l'entraînement avec les quelques athlètes du moment et de l'époque à l'INSEP. Quand on est, comme tu as dit au début du podcast, tu as plein de rôles différents. Au jour le jour, ça consiste en quoi ton travail? Tu parlais du pôle espoir,
du pôle France, que tu accompagné sur les championnats du monde. Est-ce que tu fais encore des planifications? Est-ce que tu es toujours sur le terrain avec les athlètes pour chaque séance? Comment ça s'organise un peu tes journées? Ouais, bah, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme ça. Alors le terrain prend beaucoup de temps. Alors effectivement, quand il les a, alors après quand ils sont en compétition, c'est un petit peu plus calme. Mais quand voilà, quand il y a toute la partie d'entraînement, de préparation, c'est au moins c'est entre un à minima et deux entraînements jour. Donc avec les temps de déplacement, ben voilà, ça prend déjà un petit peu de temps. Hein, passer un peu de temps au bord du bassin. Ça peut être sur le scooter en suivi d'une séance particulière à vélo. Ça peut être sur le VTT en suivi d'une séance particulière en course à pied. Voilà, il y a plein de situations d'encadrement. Ça peut être en préparation physique aussi. Voilà, à la salle de musculation du Krebs. Donc voilà, il y a déjà le temps de préparation, il y a l'encadrement, il y a le débriefing ou l'analyse un petit peu de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la partie vraiment de l'entraînement. Après, il y a l'analyse, par exemple, des tests HRV. Donc ça, c'est de la variabilité cardiaque pour voir le niveau de fatigue neurovégétatif des sportifs et sportives. Et ça peut être préparation de la planification sur les semaines qui viennent, comment organiser un petit peu les temps forts et les temps de récupération. Mais après, autour de ça, il y a la préparation des compétitions, des déplacements, la logistique, les hôtels, les billets d'avion, toujours en relation avec une des secrétaires de la fédération. Mais moi, j'aime bien savoir où je vais et organiser un petit peu mes déplacements. Donc voilà, il y a ça, il y a le lien avec les athlètes pour ces déplacements. Donc voilà, savoir les besoins. Et puis après, il y a le déplacement lui-même. Après, il y a les débriefings de déplacement. Il y a les comptes rendus de déplacement. Donc voilà, ça c'est les temps un petit peu plus, je dirais, administratifs et puis de déplacement, des déplacements. Puis après, les déplacements surtout l'été s'enchaînent. Donc voilà. Et puis en ce moment, voilà, on est en train de préparer la semaine dernière avec ma collègue, comme je disais, Stéphanie, les déplacements de Pontevedra. Et voilà. Mais bon, il y a d'autres choses. Il y a des points sur le budget de notre du groupe élite, du groupe France, du groupe de la préparation olympique. Donc voilà, il y a quand même des dépenses à suivre. Il y a différentes choses, voilà, qui prennent un petit peu de temps, outre d'avoir qu'un chronomètre dans les mains, quoi. Ouais, je vois bien que tu es un organisateur. Je commence à le comprendre. Je posais cette question parce que j'ai l'impression, tu parlais du club de Poissy tout à l'heure, donc qui est un très très gros club en triathlon, parce que dans d'autres activités que je connais un peu mieux, quand tu es dans un club, c'est l'entraîneur du club, tu vois, qui te fait la planif. Tu rejoins un club souvent pour l'entraîneur. Tu vois, j'ai interviewé par exemple Bruno Gagère, peut-être que tu dois côtoyer vu qu'il est à Montpellier aussi. Je connais très bien Benoît, oui, bien sûr. Voilà. Donc les athlètes rejoignent son groupe d'entraînement, tu vois. Mm. Euh, euh, donc ma question c'était, je te posais cette question parce que quand tu rejoins un club de triathlon, en fait, pourquoi tu rejoins un club et finalement tu fais pas partie du pôle directement je sais pas s'il y a un club du pôle ou tu vois sur le club de Montpellier. J'ai du mal à saisir un peu cette nuance club et pôle d'entraînement. Pourquoi les athlètes font partie des deux? Ah, on peut faire partie de l'un ou de l'autre, ou faire partie. Et quand on fait partie d'un pôle, on fait partie forcément d'un club, puisqu'il faut être licencié dans un club pour pouvoir être sur un pôle. Il faut être licencié à la Fédération française de triathlon. Maintenant, être dans un club, tout le monde peut être dans un club. Hein. Moi, je joue au golf, je suis licencié dans un club. C'est pas pour ça que je suis athlète de haut niveau. Non, mais tu vois, dans le sens Mais, où l'entraîneur du club, en fait, finalement, est déchargé, tu vois, au profit d'un autre entraîneur. Et dans ma tête, c'était tu rejoins par un pôle pour être entraîné par exemple, par Pascal, qui est entraîneur de triathlon. Moi, je vais au pôle parce que je veux que ce soit Pascal qui m'entraîne, parce que j'ai des ambitions, parce que j'ai le potentiel, bref, peu non, importe, tu vois. mais ça va un peu plus loin que ça, en fait, si tu veux, parce que quand on est dans un club, bon, on prend une licence, il y a différents groupes. Alors, soit, je sais pas, moi, je vais prendre des exemples comme ça qui me viennent à l'esprit. Il peut y avoir un groupe d'adultes qui veulent préparer un longue distance. Il peut y avoir des jeunes qui préparent un championnat de France minime, cadet ou junior. Il peut y avoir ceux qui sont intermédiaires, qui sont en train de préparer, ou intermédiaires, déjà qui ont un bon niveau, pardon, mais qui vont préparer les D1 ou les D2 ou voire les D3. Donc voilà, c'est encore un autre fonctionnement. Donc dans le club, il va y avoir différents
entraîneurs à différents moments de la journée. Mais surtout, l'organisation des entraînements, il est fait en fonction, je dirais, des événements sociaux, enfin, et le travail des gens, ou les suivis scolaires, ou le Ouais, je suivi vois. universitaire. Et donc là, dans un club, alors il y a des clubs qui sont très bien organisés et voilà où il y a, je dirais, des décharges de cours pour pouvoir placer des entraînements. Il y a, mais pas que, c'est pas, ça marche pas à chaque fois comme ça. Toutes les villes, tous les clubs ne peuvent pas s'organiser comme ça. Donc voilà. Mais en généralement, les grands clubs où et beaucoup de clubs sont bien organisés. Ça travaille vraiment, vraiment, vraiment bien dans les clubs. Mais l'avantage d'un pôle, c'est que normalement, tout est déjà organisé. Quand on arrive sur un pôle, tout est organisé, et le suivi scolaire, et le suivi universitaire, enfin, selon les études post-bac, parce que c'est sûr, quand on fait médecine, ça va être compliqué de faire du triathlon, parce que voilà, c'est un autre niveau, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Mais voilà, le suivi chez les jeunes, c'est organisé, il y a les après-midi sont libres pour l'entraînement. Voilà, c'est ça l'avantage du pôle. Les infrastructures, voilà, tout est organisé, la piscine est réservée, il y a des créneaux de réservés, la piste est réservée. Normalement, voilà, est bien organisé pour que l'athlète puisse s'entraîner. En revanche, pour rentrer sur un pôle, il faut avoir des prérequis. Les prérequis, c'est un niveau d'expertise, je dirais, suffisant pour pouvoir y rentrer. Alors, il y a des prérequis, on peut faire des demandes, les dossiers sont euh, analysés, regardés, observés, il y a des tests d'évaluation pour pouvoir rentrer sur les pôles. Bon, maintenant, ce sont des athlètes qui sont sur des podiums des championnats de France ou pas très loin chez les jeunes et voilà qui ont des difficultés peut-être dans leur club ou dans leur environnement parce qu'ils sont loin de la structure de piscine ou autre pour s'entraîner, qui font le choix pour continuer de progresser, de rejoindre un pôle et d'avoir de bonnes conditions. Après, que ce soit tel ou tel entraîneur, c'est encore autre chose. Mais ça vient après, ça vient avec les affiches. Mais voilà, comment pour rentrer sur un pôle, c'est pas, on rentre pas sur une demande. Coucou, c'est moi, j'ai envie de venir m'entraîner à Montpellier ou à Boulouris en l'occurrence. Mais voilà, globalement, voilà comment ça se passe. Et est-ce qu'il y a des tests autres que d'avoir fait une performance sur un triathlon pour rentrer au pôle? Tu vois, tu disais par exemple, si tu fais un podium championnat de France et que voilà, que tu es dans la catégorie jeune, tu peux postuler, entre guillemets, passer des tests. Est-ce qu'il y a des tests autres que ceux de la compétition? Oui, il y a des tests qui sont spécifiques natation, spécifiques course à pied, spécifiques vélo, voilà, qui se font généralement fin février, début mars, enfin, voilà, dans cette zone-là. Et puis voilà, selon les résultats, ben, les athlètes sont retenus ou pas pour rentrer sur des structures, même si déjà ils sont souvent identifiés par le biais de notre système d'observation, je dirais, ce qui s'appelle le IAT, c'est l'identification et l'accompagnement des triathlètes émergents. Donc là, il y a un suivi par nos collègues voilà, qui observe, qui regarde la natation, qui regarde les résultats de course à pied, qui regarde différentes choses, et puis voilà, et on essaie de voir ces jeunes sur des stages. Hein. Il y a plusieurs stages par an. Il y a un gros travail d'observation, d'identification chaque année. Et justement, j'allais te dire, toi qui fais du triathlon et qui est dans le milieu du triathlon depuis presque 50 ans, ça va vite. Tu as vu un peu cette démocratisation du triathlon, où il y a de plus en plus de personnes qui en font. Là, tu parles du système de détection. Euh, Quelles sont pour toi un peu les raisons de cette démocratisation, avec un peu de recul comment ça se fait que ça a explosé autant? Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que le nombre est grandissant, quoi. J'en vois partout. Alors peut-être parce que je m'y intéresse,
Mais j'ai l'impression que c'est incroyable cette démocratisation. Ouais, mais moi, si je reviens un petit peu quand le triathlon est arrivé en France, donc dans les années 80, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'époque un peu, je dirais, un peu fun. C'était fun le triathlon. On faisait du vélo en maillot de bain. Il n'y avait pas les casques obligatoires au départ. Avec les guidons, voilà, les guidons aéros de l'époque. Chacun il mettait un peu son grain avant que ce soit vraiment réglementé par rapport aussi à la sécurité. Mais il y avait ce côté, c'était fun le triathlon. Donc ça a pris gentiment ses formes mais c'était pas structuré. Il a fallu attendre qu'il y ait justement ce que je disais tout à l'heure, un directeur technique nommé par le ministère, et voilà, puis que la fédération se structure aussi, et qu'il y ait de plus en plus de personnel pour pouvoir travailler, répondre aux attentes, gérer. En l'occurrence, là, on parle de licence, mais c'était important de pouvoir gérer tout ce monde-là. Et, euh, et derrière, ça s'est la structuration a fait que les clubs aussi se sont structurés, puis tout doucement, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Mais après, ça c'est aussi, il y a le réseau de communication, on voit la télé, hein, désormais on en voit de plus en plus à la télé, ça passe sur l'équipe 21, on voit des grands prix, on voit des coupes du monde, on voit les efforts de WTCS. Donc, et puis j'ai l'impression que moi ça fait rêver les jeunes, et puis là, j'étais au Test Steven quand on sortait de la zone où on était, je dirais, un petit peu euh, protégé, puisque tout le monde, il fallait être accrédité, mais tous les gamins étaient là, et Vincent Louis, et Léo, ils voulaient tous les toucher, avoir une signature. Il y a quand même, voilà, c'est pas du football, hein, on est bien d'accord, mais il y avait vraiment un engouement, ça faisait chaud au cœur, ça faisait plaisir à voir. Et puis voilà, quand on a des gens comme Vincent qui sont des ambassadeurs, comme Léo qui sont des ambassadeurs, et après Cassandre et Léonie et tous ceux que l'on connaît en ce moment qui sont les têtes d'affiche, ben, les jeunes ont envie de s'identifier, ont envie de ressembler, ont envie de peut-être avoir aussi des résultats qui sont identiques ou cette vie euh, et qui fait un petit peu rêver, hein, effectivement. On vit du rêve, on vit l'assement, ça reste fun, quoi. Ça reste quelque chose de très sympa, et, euh, et malgré tout, sans non plus que ce soit une prise de tête, parce que j'allais dire, ça reste du triathlon, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais effectivement, c'est, c'est un sport qui plaît et je vais aller même plus loin. Là, je parlais des jeunes, mais maintenant, on voit que maintenant, on parlait du bataillon de Joinville. Si je fais le lien avec maintenant l'armée des champions, l'armée recrute, la gendarmerie recrute, l'armée de l'air, la marine. Voilà, il y a différents sportifs de haut niveau, de différents sports qui sont recrutés. Mais pourquoi le triathlon? Parce que le triathlon, il faut, il faut du courage, il faut de l'abnégation, il faut de l'engagement. Et ça correspond à certaines valeurs militaires. Donc c'est pour ça que les militaires sont, je dirais, engagés dans la voie du recrutement, de proposer des CIP, des contrats d'insertion professionnelle à certains sportifs, parce que ça correspondait à leurs valeurs. Donc pareil, et tout ça, ça fait que il y a un effet boule de neige qui, 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 qui développe, je dirais, le nombre de licenciés, parce qu'il évolue, et puis l'engouement pour ce sport avec des différentes. Alors, pareil, il y a Lyon, il y a beaucoup d'offres. Hein. Alors, sur l'international, j'en parle même pas, mais il y a de plus en plus d'offres. Et il y a des adaptations. Voilà, et il y a le vétathlon, il y a le duathlon, et les gens, ils peuvent aussi être licenciés à la fédération de triathlon et faire du swimrun, par exemple. Voilà. C'était un peu Ouais, long, là, surtout. non, 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 y a pas de longueur, mais moi j'ai l'impression que c'est accessible, à part le vélo, où maintenant les vélos ont pris une claque au niveau des prix. Sinon, tu peux faire un triathlon avec un maillot de bain, une paire de chaussures, et voilà. Et tu peux déjà pas mal performer. Et je pense que ce côté accessible aussi rend la discipline un peu de plus en plus populaire, comparativement à d'autres disciplines qui sont moins faciles d'accès. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes têtes d'affiche. Et il y a souvent des documentaires en plus.
qui sont tournés sur les triathlètes en vogue du moment, on va dire. Oui, et puis après, il y a quelque chose qui est énorme, c'est bon, je parle de triathlon des années 90, alors c'est il y a 30 ans, hein, c'est effectivement. Et maintenant, les réseaux sociaux et tout le monde, ils y sont tous et ils vont tous voir et ça communique et on regarde. Alors, il y en a qui s'intéressent au taekwondo, il y en a qui s'intéressent au golf, et puis il y en a d'autres qui s'intéressent au triathlon ou à l'athlé, et puis voilà. Et effectivement, les plus jeunes, ils y sont sur ces réseaux. Et il y a voilà, suivant comment on s'est communiqué, ça donne envie d'y aller. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'entraînement, la partie où tu es le plus spécialiste. Comment ça s'entraîne un triathlète sur distance olympique? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est que des efforts, entre guillemets, qui sont au seuil, des efforts où tu te mets tarif à chaque fois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont démocratisées sur l'entraînement, on va dire, ultra-endurance, et moins sur courte distance, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a une répartition? Déjà, par exemple, comme on entend partout, un peu 80-20, 80% basse intensité, 20% intensité un peu plus élevée, ou ça marche pas du tout comme ça? Ah, ça fait partie de, c'est un fondamental, effectivement. Si, ça marche comme ça, hein, parce qu'on peut pas être toujours à bloc, ça marche pas. L'entraînement, c'est l'alternance de séquences d'efforts à différentes intensités et des séances de récupération ou de développement du système aérobie, du volume d'éjection systolique pour voilà, le ventricule gauche, on veut le faire grossir, mais donc ça se fait à des intensités en dessous du premier seuil. Mais ça, c'est la base, l'entraînement polarisé, hein, le 80-20, comme tu dis. Et parce que on pourrait pas faire du 80-20 dans l'autre sens, sinon au bout de 15 jours, il y a plus personne. Donc voilà, c'est hyper important d'avoir les fondamentaux aérobie. Et puis après, il y a des séquences qui vont être spécifiques. Ça peut être des cycles de VMA. Alors après, chacun fonctionne comme il veut. Moi, j'ai pas science infuse. Hein, j'ai aussi une philosophie de travail. Ben, Donc, je suis là pour ça. Dis-moi toute ta philosophie. moi, j'ai plutôt tendance à travailler, voilà, sur des cycles de 2 semaines et demie, voire 3 semaines, et puis avoir 4, 5 jours de récupération. Et puis, selon les compétences de l'individu, il va peut-être falloir à un moment travailler plus sur un cycle de VMA, plus sur un cycle de seuil, plus sur un cycle de seuil en mettant de la puissance, plus sur un cycle de seuil en mettant du neuromusculaire, plus. Il y a tellement de choses. Mais ça va dépendre de l'identification et des compétences du sportif à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a besoin de développer? Il y a, il y a des athlètes. Je vais donner un exemple tout bête. Moi, j'ai eu la chance de connaître Pierre Lecor, hein, qui est maintenant un athlète aguerri. Voilà, il était champion du monde en 2013. Je travaillais avec lui encore, mais je l'ai connu. Il est arrivé, il faisait de la natation, de la course à pied, et il avait des capacités anaérobie lactique exceptionnelles puisqu'il courait 51 au 400 mètres et une 55 au 800. Ouais, Donc c'est quand même énorme. assez énorme. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, il avait du mal à tenir un 5 km en junior, mais il venait de débuter. Donc, il a fallu travailler, développer le système aérobie pour tenir déjà un 5 km et puis un 10 km. Et après, il y avait juste à entretenir la vitesse. Au sprint, il était imbattable. Bon, maintenant, Pierre est de 90, donc on arrive à des âges où il y a des capacités qui s'amenuisent un petit peu et d'autres qui se développent. Voilà, l'aérobie va l'emporter aussi. Et mais Pierre, il pouvait pas battre un sprint. C'est comme ça qu'il a été champion du monde en 2013 et en moins de 23. Mais tout ça, ça va dépendre. Là, je prends l'exemple parce que c'était vraiment l'archétype du gars qui était très vite. Et voilà. Et après, il y en a d'autres qui arrivent, qui ont peut-être déjà un système aérobie très développé, puis qui vont manquer justement de cette vitesse, de ce travail neuromusculaire, de ce recrutement. Et ben, c'est là-dessus qu'il va peut-être falloir travailler. Donc voilà, moi j'en parlais encore ce matin avec les collègues du BMX qui me demandent comment tu travailles le lactique sur le vélo, parce que ils préparent les gars pour les jeux, le prépa physique. Ils me demandaient mon avis, donc on a beaucoup de partage, comme avec Bruno Gagère, comme tu le disais tout à l'heure, comme avec Richard Descou qui me dit j'ai un athlète qui peut plus trop courir, comment je peux travailler l'aérobie sur le vélo? Voilà, donc
c'est vrai que ça, c'est la spécificité de l'athlète. Bon, nous, on est beaucoup dans le partage parce que je suis sur un Krebs, donc il y a des entraîneurs de différentes disciplines et ça, c'est riche. Et mais voilà, l'entraînement, il y a les fondamentaux et autour de ça, ben on fait sa sauce. En fait, c'est une recette. Hein, on met pas que de l'huile d'olive, du sel et du poivre dans une salade. On a le droit de mettre un peu d'ail, des oignons, de la sarriette, tout ce que l'on veut, ou de la faire la sauce avec un peu de moutarde, ou ce que l'on veut. On fait sa sauce quand même, par rapport peut-être aux invités qu'on va avoir en fait, et pour satisfaire le plat. Tu vois un peu l'idée. Ouais, mais c'est superbement imagé. Ça me donne le souhait. Euh, là, tu me donnes des exemples, entre guillemets, un peu faciles avec Pierre. Est-ce qu'il y a des tests que tu fais pour dire, bah, toi, par exemple, là, on voit que tu manques d'aérobie ou tu manques de seuil. Est-ce qu'il y a des tests spécifiques que tu fais faire pour déterminer ça? Ou avec l'expérience, en fait, tu vois les temps et puis tu sais tout de suite ce qui manque? Bah, il y a des tests, mais je suis pas un grand fan. Hein. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, j'en ai fait, hein, j'en ai fait. Maintenant, je suis pas un grand fan, mais les athlètes sont pas toujours très fans non plus, parce que ça reste toujours une séance un peu dure, compliquée. Mais franchement, ça se voit avec l'expérience. Alors c'est vrai que de temps en temps, on fait des tests sur le vélo ou des Vosna en course à pied ou double Vosna, puis avec des prises de lactate et on voit un petit peu les cassures, on voit les seuils. Là aujourd'hui, après si on se cantonne un petit peu, enfin c'est mon quotidien à l'observation des vitesses, notamment en course à pied, parce que on perd son triathlon natation, on le gagne en course à pied, donc ça veut dire qu'il faut nager, il faut nager très vite pour sortir devant. Il faut rouler très vite pour être super costaud pour laisser le minimum d'énergie. Et après, il va falloir courir très vite. Tout est très vite, tu vas me dire. Mais maintenant, voilà, on a des vitesses. On sait que, voilà, on sait à quelle allure court Eden White ou Alexis. Bon, ben, il faut s'en rapprocher, hein, parce que on a des moyennes sur différentes courses. Hein, on mesure sur tous les parcours, on sait comment ça court. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça donne déjà une certaine valeur. Et donc en fonction de ça, bah, il faut travailler pour essayer de rivaliser avec les meilleurs. Et encore une fois, ça va dépendre de la structuration, de la construction de l'entraînement. Et j'ai envie de dire, tout est bon dans le cochon. Il faut pas faire n'importe quoi, mais à partir du moment où on respecte les prérequis et les fondamentaux et que on va pas sur de la surfatigue, parce que ça va être ça. À un moment, c'est de vouloir en faire, et puis oublier de récupérer. Et c'est là que de temps en temps, on bascule dans l'ombre en fait. Hein. Oui, justement, tout à l'heure, tu disais que toi, tu fonctionnais beaucoup par cycle de 2 semaines et demie et 4-5 jours de repos. Est-ce que pour ça, tu te bases justement sur des tests HRV pour voir et tu fais justement ta récup en fonction des invités? Tu dis, bah toi, là, voilà, on voit que la charge est optimale, on voit que tu commences à descendre, donc hop, on se met en phase de récup active. Est-ce que tu adaptes un peu comme ça ou tu as d'autres indicateurs que le HRV aussi pour gérer ces phases de repos actif? Je dirais que le HRV, c'est mon cheval de bataille en fait. Hein. Ça fait depuis 2009 que je travaille avec. J'ai fait la formation et du coup, franchement, c'est un très bon indicateur. Maintenant, pas que. Effectivement, alors pour reprendre, je dirais basiquement, fin de cycle de travail, on peut en faire un HRV, puis on en fait un en fin de cycle de récupération. Et peut-être, on peut repartir. Peut-être il faut prendre 2 jours de plus ou reprendre gentiment aérobie, attendre une confirmation de retour des énergies avec le HRV. Donc voilà, tout n'est pas gravé dans le marbre, tant de jours, quoi. Hein. Euh, et puis après, les autres indicateurs, c'est la discussion avec les athlètes, c'est la perception de ce qu'ils ont, leur ressenti et ce qu'ils traduisent. Et c'est aussi l'observation, hein, voilà, voir un peu l'état de l'athlète, la motivation, écouter les propos, discussion avec les autres, ce qui se dit, l'état d'énervement. Voilà, ça c'est l'observation du coach qui est là et qui est pas obligé de parler, qui est pas obligé, qui est là, mais qui est là sans être là, bord du bassin, il écoute et là on perçoit des choses très intéressantes. Il suffit simplement d'écouter.
Sur le HRV, tu utilises le Tilt Test? Parce que je vois, tu sais, en ce moment, il y a une application qui est un peu à la mode, je sais pas si on peut dire ça, c'est HRV for Training de, je sais plus qui c'est qui l'a fait, je veux pas dire de conneries, qui consiste à faire 1 minute sur son smartphone tous les jours. Et donc, je me demande la validité comparativement au fameux Tilt Test qui me semble être, en tout cas d'après mes connaissances actuelles, le test un peu de référence. Est-ce que toi, tu as des retours là-dessus et qu'est-ce que tu utilises pour le HRV? Alors moi, au départ, pendant très longtemps, j'ai utilisé le, le Cubios pour l'analyse, Ok. l'outil, l'outil Cubios, qui était très bien. Le protocole, c'était 8 minutes couché, 6 minutes debout, donc ça prend du temps. Pourquoi? Parce que déjà les 2 premières minutes, les deux minutes, 2 minutes 30, on les prend pas en considération, on les regarde même pas, puisque normalement la tête se réveille. S'il se réveille un peu brutalement, ou s'il a mis son réveil pour faire le HRV, il y a une activité ortho qui se met, donc ça fausse un peu. S'il a envie d'aller aux toilettes, il faut qu'il aille aux toilettes avant de faire son HRV, parce que ça active l'ortho, donc ça fausse aussi. Donc le temps qu'il revienne, qu'il se couche, qu'il se repose un peu, voilà, qu'il fasse tout dans le calme. Il faut un certain temps, 1 minute. Je vois pas ce qu'on peut regarder en activité, mais bon, ça ne me, je suis pas un grand spécialiste non plus, mais franchement, voilà, nous on est sur ces protocoles-là qui ont un petit peu évolué. Et désormais, nous, comme on travaille avec la fédération française, le modèle Play Sharp, qui voilà, où on fait de la planification de l'entraînement, il y a le retour des athlètes, il y a toute la quantification des charges, et désormais ils ont intégré le HRV, mais le HRV, voilà, ils le téléchargent directement sur l'activité Play Sharp, et je fais l'analyse. Maintenant, on fait une analyse avec Play Sharp qui est pratiquement ils ont fait un gros travail de ce que faisait Cubios. Voilà, ça marche très bien, et on est plutôt sur cette analyse-là, c'est 5 minutes et 5 minutes, et puis ça fonctionne très bien, et il y a un vrai suivi intéressant, et c'est toujours la même chose en fait. Voilà. Ouais, je vois l'application PlaySharp justement qui a l'air très qualitative, que j'ai pas encore essayé, mais c'est vrai qu'elle a l'air de Mm. regrouper pas mal de choses à la fois. Oui, oui, là il a été intégré maintenant le suivi. Je dirais, gynécologique des filles pour voilà, il y en a qui ça se passe, n'importe qui ça se passe bien, il y en a d'autres qui ça se passe moins bien. Donc là, ça vient d'être intégré là depuis quelques jours, et pour qui est après, via une spécialiste, hein, c'est pas moi qui vais le faire, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les recueils de données. Voilà, il y en a qui ont des règles plus ou moins douloureuses, il y en a qui saignent plus ou moins. Et chez les filles, ça c'est quand même compliqué, et c'est un facteur limitant et de l'entraînement et de la performance. Et il faut faire attention à la santé, parce que le triathlon c'est bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas non plus toute la vie. Il faut faire attention à sa santé, voilà, et que ce qu'on y prenne du plaisir, quoi. Je reviens sur l'entraînement en lui-même. Euh, il y a 3 disciplines au triathlon. Donc, on parlait d'entraînement polarisé. Est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'on fasse une séance de natation dure le matin, par exemple, et une séance dure en vélo ou course à pied l'après-midi, ou vraiment tu essayes de pas mettre 2 séances dures le même jour, ou plutôt justement tu fais 2 séances dures le même jour pour le lendemain avoir vraiment une séance à basse intensité, qui a des séances à basse intensité. Comment ça s'organise un petit peu tout ça? Parce que j'ai du mal à voir, vu que j'y connais rien. Comment tu organises un peu cette répartition d'intensité dans les 3 disciplines sur la semaine? Euh, ouais, ça peut arriver qu'il y ait 2 séances d'intensité, mais qu'est-ce qu'on appelle intensité? Je veux dire, on va pas mettre par exemple une séance lactique le matin en course à pied et une séance lactique l'après-midi en vélo, Ok. avec un vrai développement. Maintenant, ça peut être un enchaînement qui peut être lactique dans les deux. Ça veut dire qu'il peut y avoir, j'en sais, moi, 2 heures de vélo avec un petit peu de travail à PMA à vélo, et enchaîner avec un petit travail, un fartlek court, voilà, pour juste se remettre un peu en situation de compétition. Là, on est vraiment à la fois sur du développement, mais surtout sur, je dirais, un côté de développement cognitif, accepter la douleur, supporter la douleur, contrôler la douleur, s'adapter à la douleur. Comment je m'organise. Donc voilà, c'est un peu, ça peut être comme ça, mais généralement on fait pas une séance, j'en sais rien, moi, 15 fois 200 sur la piste à bloc, et puis l'après-midi une séance à vélo
lactique de développement. Je sais rien, moi, 3 fois, 4 fois 30 secondes APMA, départ 1:30, qui serait beaucoup. Là, il y a de la fatigue qui va être engendrée. En revanche, il peut y avoir une séance de développement lactique ou de seuil, j'en sais rien, moi, le matin, et une séance en natation le soir à SV1 sous max, qui va permettre, je dirais, de drainer un peu la fatigue, de tamponner, hein, ce qu'on appelle, voilà, tamponner un petit peu toutes pour pouvoir mieux métaboliser. Et donc ça peut être intéressant. Donc on va travailler sur des efforts sous max. Hein. SV1, c'est le premier seuil. Voilà, c'est en contrôle. On n'est pas. Ça peut durer. C'est des efforts qu'on peut tenir 1 heure et demie. Donc ça, voilà, c'est pas un problème. Ça peut se faire. Moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est une séance dure au seuil. Alors, soit ce que j'appelle des enchaînements différés. Ça peut être par exemple un seuil le matin en natation, un vélo l'après-midi et un en course à pied le lendemain. Ça peut être un seuil un jour, un seuil de vélo le lendemain et un seuil course à pied encore le lendemain. Ce que j'appelle un petit peu des entraînements, des enchaînements différés. Ce qui fait que on peut développer et aller vraiment sur la structuration du seuil que l'on veut mettre en place. Et voilà, c'est différé dans le temps, mais à court terme. En revanche, derrière tout ça, il va falloir prévoir 2 jours d'aérobie longs, stricts, pour bien récupérer. Ok, je vois tout à fait. Ouais, ouais, je me demandais comment tu faisais ça. Et est-ce que dans l'entraînement, en fonction des périodes, tu mets l'accent sur une discipline au profit des autres? Tu vois, imaginons qu'un athlète ait un point faible natation. J'entends beaucoup dans les podcasts gens qui disent t'as pas commencé la natation tôt, bah c'est un peu fourré pour le haut niveau. Quelqu'un qui serait nul en natation, est-ce que tu vas mettre plus l'accent sur la natation, par exemple, loin de la compétition, ou en fait tu te dis finalement bah c'est cuit, mieux vaut qu'il accentue ses points forts qui sont peut-être le vélo et la course à pied. Est-ce qu'on essaie quand même de mettre l'accent sur les points faibles ou finalement non? On dit toujours qu'on performe que sur ses points forts. Ça, c'est la petite anecdote. Mais effectivement, le problème de la natation, c'est un sport à habileté motrice fine. Et il faut qu'il y ait une vraie connexion entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Ça veut dire qu'il y a l'ordinateur qui est le cerveau qui va envoyer la commande, mais il faut pas qu'il y ait de court-circuit entre la commande et qu'il y ait des fusibles qui est sauté et que la commande n'arrive pas au système nerveux périphérique. Ça veut dire que quand je décide de mettre un bras comme ça ou de faire cette action motrice-là, il faut pouvoir la faire. Ça, c'est la première des choses. Et tout le monde n'a pas les mêmes compétences sur le sujet. Il y en a qui sont, je dirais, doués sur le plan moteur et d'autres qui le sont moins bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein, on peut pas y faire grand-chose parfois. Voilà, c'est ce qu'on appelle les doués et les moins doués. Donc ça, c'est important. Mais après, voilà, il y a des choses à régler dans l'eau. Est-ce que le corps flottant est bien géré? Le corps flottant, ça veut dire est-ce qu'on est capable de tenir son équilibre debout, allongé, sur le dos, sur le ventre, voilà, sans aucun problème, ou alors je descends comme une pierre. Est-ce que ma respiration est réglée? Voilà, il y a quand même des choses à avoir, à maîtriser avant de commencer à tourner les bras, quoi. Tu vois un peu l'idée, parce que sinon, si c'est pour tourner les bras, comme je dis souvent, parce que c'est la mode, ben, on peut faire des longueurs et des longueurs, hein. Il se passera rien, puisque c'est un sport, voilà, habileté motrice fine. Donc voilà, l'accent, on peut le mettre, mais il faut qu'il y ait du répondant. Moi, dans ma carrière, il y a des athlètes, je n'ai jamais réussi à faire nager. À un moment, ils butaient sur, voilà, sur leur temps, sur un 400 mètres, on va dire, ou sur une série de 100 mètres ou de 50. Et en mettant toute l'énergie que j'ai pu y mettre et tous les outils que j'ai pu utiliser. Et j'en ai utilisé des outils. Et voilà, mais bon, à un moment, ça marchait plus. Ça marchait plus. Alors, c'était pas si mal, hein. C'était déjà beaucoup, mais malgré tout, ça ne marchait plus. Et je prends toujours, moi, j'ai 2 exemples de garçons qui ont été connus dans le milieu du triathlon, mais il y en a un, malheureusement, qui est décédé bien trop tôt, qui s'appelait Serge Le Tric, qui était militaire, qui a gagné le triathlon de Paris en 85. Il a commencé mis dans l'eau à 25 ans, il ne savait pas nager. Et
le maître nageur de Lourdes à l'époque, qui s'appelle toujours Yvon Tabaran. Tabaran, ça a été un nom du triathlon sur longue distance. Lui a dit, c'est pas la peine que tu fasses du triathlon, Serge, pour reprendre les propos que tu as dit tout à l'heure. Seulement, Serge, il était très doué sur le plan moteur. Et à la fin, il nageait devant. Et c'était une natation magnifique de nageur. Mais il avait tout compris, et en peu de temps. Donc, ça marche, mais des fois, ça marche pas. Ah ouais, bah, Donc, voilà. je comprends bien l'histoire. C'est ce que j'ai remarqué, moi, dans mon milieu, qui est plus la musculation. Quand tu as un point fort, bah, c'est plus facile de se concentrer dessus. Avant de passer sur, justement, le renforcement musculaire et d'autres de tes, on va dire, compétences connues, ça représente combien de séances par semaine de s'entraîner pour le triathlon, pour les licences olympiques? Tout, C'est tout, entre, tout confondu. Tout confondu. sur 7 jours, tu comptes à minima deux entraînements par jour. Ça, c'est le minimum. Parfois 3. Mais est-ce qu'il y a des jours de repos complets? Ou pas du tout? Ça arrive. Oui, 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 de temps en temps, il faut mettre un jour de repos. C'est même, je dirais, le repos, il est autant physique que psychologique. À un moment, moi, quand je dis jour de repos, faut essayer de pas penser triathlon, quoi. En fait, sur ton programme, quand tu sais que le lendemain, t'as rien à faire, faut déconnecter, quoi. Parce que tu as besoin de te ressourcer psychologiquement. Et même, je dirais, en fin de cycle, moi, j'aime plutôt organiser un jour et demi, tu vois. Le dernier entraînement, il va être la fin de matinée ou le matin. Et tu peux avoir, par exemple, couru le matin et puis fait une natation en fin de matinée. Puis après, tu sais que tu as l'après-midi et encore un jour de repos. Mais c'est important, ça, de le faire. Donc, comme je disais, toi, tu es très orienté, de ce que j'ai compris, sur les préférences motrices. Comment tu te sers des préférences motrices dans le triathlon? Parce que, pour caricaturer, voilà, pour faire simple, pour ceux qui connaissent pas, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet avec un spécialiste. Mais en gros, t'es aérien ou t'es terrien. Qu'est-ce que ça change concrètement pour le triathlon en termes d'entraînement pour toi? Bah, ça change. Alors, la course à pied, effectivement, tout à l'heure, je disais que la natation, c'était une habileté motrice fine. Il y a des gens, tu les jettes dans l'eau, ils savent pas nager. Et par contre, courir, tout le monde sait courir. Ouais, déjà, tout le monde sait marcher, tout le monde sait courir. Mais il y en a qui courent plus ou moins bien. Et effectivement, qui courent plus ou moins dans leur chaîne et qui utilisent plus ou moins leur chaîne musculaire. Tu parlais de aérien-terrien ou antéromédian ou postéromédian. Donc, effectivement, si on n'y est pas, on risque de se blesser. Et puis, on va pas optimiser sa préférence. Si on n'optimise pas sa préférence, on va pas pouvoir performer. Moi, j'ai aussi un exemple d'un jeune qui était arrivé ici il y a quelques années. Et quand je le regarde courir la première fois, je lui dis, mais putain, mais tu cours à l'envers, ça va pas, ça. Donc, je teste ses préférences et je lui dis, mais t'es complètement à l'envers. Mais il me dit, moi, on m'a appris à courir comme ça. Fallait poser le talon, dérouler le pied. Il était assis, il avait toujours mal aux jambes. Il me dit, j'ai toujours mal aux jambes. Il courait 4,45 au 1500. Je dis, bah, écoute, on va changer de la musique. Mais ça va être tu vas souffrir, tu vas avoir mal au tibia, tu vas avoir mal au mollet, parce que ton corps, il va falloir qu'il se réadapte. Et ben, 1 an et demi après, il courait 4,7 au 1500. Ah ouais, putain, belle Il a, progression. il a gagné le challenge tri chez les jeunes et en cadet. Et il a couru plus vite que Raphaël Montoya à l'époque. Et là, aujourd'hui, je le crois de temps en temps, il a arrêté le triathlon, mais il en parle toujours en disant, mais c'était extraordinaire. Et désormais, voilà, moi, enfin là, c'est un exemple, je dirais, un petit peu grossier. Enfin, il n'est pas grossier par rapport à l'individu, mais voilà, pour démontrer un peu le sujet, en sachant que voilà, et dans l'eau c'est la même chose, et sur le vélo c'est la même chose. Voilà, il y a ce que tu appelles les aériens, mais ils ont tendance à travailler plus sur la chaîne postérieure, donc à vélo avoir envie de plus ramener talons par la fesse. Les terriens, ils ont plus envie d'être assis, ils ont plus envie d'écraser les pédales, de pousser, d'enfoncer son talon, d'être en contact. Voilà, ça c'est par exemple sur le vélo, c'est hyper important. Donc dans les études posturales, on peut jouer un petit peu à quelques millimètres certains positionnements pour ramener la personne dans sa chaîne. Et puis donc en course à pied, ben, c'est égal sur les notions de rythme ou de travail, de contact, voilà, les Anglais à un moment ils parlaient de la pause méthode, mais ça marche pas pour tout le monde. Et puis en natation, alors pareil, il y en a qui vont avoir un acte moteur plus fort devant et d'autres un acte moteur plus fort derrière. Et puis après, suivant si on est associé ou dissocié, ça va être une organisation de battements, 2 temps, 4 temps ou 6 temps.
Donc voilà, il y a au quotidien, ça s'organise comme ça et puis pareil, même en prépa physique, un aérien intérieur, il se positionne pas de la même manière sous barre, notamment par exemple sur un arraché ou un soulevé de terre. Parce que la prise de poids, moi, je fais des tests souvent avec les prépas physiques. Là, je fais quand ils modélisent le truc, je dis, attends, vas-y, vas-y, mets-toi dans les talons, vas-y, pousse. Et ils tiennent pas, ils y arrivent pas. Alors, moi, je fais une petite résistance, parce que, naturellement, ils vont aller se positionner dans leur chaîne où ils sont dans le confort et dans le contrôle. Donc voilà comment ça s'utilise. Et puis, on évite des blessures. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut aller visiter son ombre, hein, parce que je reprends aussi, j'en ai plein des exemples hein, toujours, hein, mais c'est pour ceux qui écouteront, ou toi, si tu as vu Cozumel, il y a 3 ans, 4 ans, je me rappelle plus Cozumel, quand euh, Johnny Brownlee, il part en sucette, qui part complètement vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, il est hyper cambré parce qu'il est démonté. Et ben, il part. Normalement, lui, il va vers l'avant parce que c'est un PM ou un aérien. Et ben, il part complètement vers l'arrière parce qu'il bascule dans sa chaîne opposée, mais là avec une exagération exceptionnelle, en effet. Mais voilà, à un moment, il faut savoir que on peut basculer avec la fatigue dans sa chaîne opposée, au moins aérien-terrien, pour reprendre tes propos. Mais ça, si on l'a identifié, qu'on arrive à le contrôler, on peut mieux le contrôler, on peut mieux, je dirais, le dompter. Mais après, quand on est vraiment en surfatigue, on est en surfatigue. Hein. Donc voilà. Et est-ce que tu entraînes aussi le côté opposé? Donc, c'est-à-dire, si tu es aérien, je reprends, voilà, pour simplifier, tu entraînes aussi un peu le côté terrien de la personne pour justement, en cas de fatigue, avoir des solutions? Ou pareil, Ouais, c'est comme la ouais. natation, comme la natation que c'est foutu. Non, 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 non. Il faut aller le visiter, son ombre, parce qu'à un moment, on ira. Hein. On ira. Moi, j'ai un autre exemple. J'ai fait beaucoup de travail. Bon, Cassandre n'est plus maintenant sur Montpellier, mais bon, elle restait là 5 ans ou 6 ans, je sais plus. Et je faisais toute la partie technique vélo. Et ben, je l'avais mis, je la faisais travailler dans son ombre sur tout ce qui était habileté vélo, tu sais, sur les petits circuits d'adresse. Et ben, je lui cachais son œil moteur, ce qui fait que ça allait basculer dans son ombre. Donc, bon, déjà, elle était qu'avec un œil, mais pas le bon. Donc, elle était obligée d'organiser toute son habileté comme ça. Donc, indirectement, voilà, ça provoque des incertitudes et puis voilà, on est moins à l'aise, quoi. Je dérive sur la partie musculation parce que j'ai regardé, comme je disais, un webinaire de toi sur le sujet sur YouTube. Dans les sports d'ultra-endurance, souvent le renforcement musculaire est un peu mis de côté. Voilà, on parle un peu de gainage à la maison, un peu d'exercice au poids du corps quand c'est fait, et pour le plus longtemps, c'est pas fait. Euh, Est-ce que c'est important de faire de la musculation pour le triathlon et des distances olympiques? Est-ce que ça aide vraiment? Euh, j'ai pas envie de parler de certitude là. Non, mais j'ai juste ton avis du Euh, moment. je pense que c'est une plus-value. Alors peut-être pas forcément sur la perf, mais au moins sur peut-être la coordination, la mobilité, le gainage, l'élasticité musculaire, le recrutement, des unités motrices. Voilà. Donc indirectement, ça va jouer sur la perf parce que au mieux on maîtrise un petit peu cet outil de prépa physique, on va dire. Euh, Au mieux on va donner des possibilités à son corps de réagir ou de s'organiser et d'avoir, je dirais, des patterns moteurs qui sont un peu plus intéressants, un peu plus importants. Ce qui veut dire que voilà, on a des solutions. À un moment, quand on est bloqué, on est bloqué. Et notamment, il est intéressant de faire de travailler et de la mobilité et de la pliométrie et du renfort spécifique. Alors effectivement, moi je dis pas qu'il faut faire de la force max, je dis pas qu'il fasse faire de la force endurance, je dis pas qu'il faille faire de la force vitesse. Il faut faire ce qui est identifié et les manques de l'athlète. Mais souvent, moi, ceux avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé, si à un moment et on n'en fait pas, bah, il y a une chute de force. C'est-à-dire, par exemple, c'est tout souvent typiquement sur le vélo, on dit je suis obligé de mettre une dent de plus, quoi, parce que j'arrive plus à l'emmener, parce que voilà, il y a une perte de force. Et bon, si on fait un travail de force max, il faut à minima
entretenir une fois que la saison a commencé, avec les déplacements et autres, une séance tous les 10 jours pour éviter d'avoir une chute des bénéfices. Voilà. Mais il est évident qu'à un moment, si on fait un squat à 50 kilos et qu'on en fait un à 120, on va appuyer différemment sur les pédales. Enfin, c'est l'exemple. Mais bon, pas que. C'est pas que ça. Hein. Pareil, moi j'aime bien travailler avec une machine pour le haut du corps, la machine Kaiser, où on voit un peu le développement de watts sur des exercices un peu spécifiques nat. Ben voilà, on voit des gains ou après des chutes si on n'en fait pas suffisamment régulièrement. Mais non, il y a un intérêt aussi de prévention des blessures. Il y a voilà, on arrive après un moment, tac, on se pète un petit peu. Pourquoi on se pète souvent un tendon? On n'a pas des pathologies très compliquées chez nous. Hein. C'est de la tendinopathie. Alors si, il y a des fractures de fatigue, mais ça c'est un surdosage de l'entraînement. Mais souvent c'est plutôt des tendinopathies ou alors après c'est la gamelle à vélo. Mais ça c'est différent. Mais donc voilà, et c'est quoi? C'est souvent le tendon d'Achille, c'est souvent le solaire, c'est souvent les mollets, ça peut être un tendinite de la patte doigt. Voilà, on est plutôt sur ces trucs-là. Ou après sur le haut du corps, c'est des tendinites de biceps puisque les rotateurs internes sont trop sollicités, on utilise trop les plaques, on n'étire pas la chaîne poste, on fait pas suffisamment de rotateurs externes. Donc il y a des choses intéressantes à faire pour équilibrer un peu et les charges et je dirais son morphotype de façon à être mieux équilibré et éviter de se blesser, quoi. Tu parlais d'une séance tous les 10 jours pour, en quelque sorte, maintenir ce qu'on avait développé en musculation. Quand c'est des phases de développement, ça peut aller jusqu'à 2-3 séances de muscu par semaine? Non, je souris parce que ça a été des polémiques que j'ai eues avec d'autres scientifiques, enfin des scientifiques. Et ouais, deux séances par semaine, c'est bien parce que le problème, c'est quand tu mets une séance de musculation qui est quand même une activation orthosympathique, ça fatigue le système nerveux. Donc sur un plan général, il y a une fatigue et ça veut dire que qu'est-ce que tu mets à côté, quoi? Parce que tout à l'heure, on parlait de la PMA et du seuil et du SV1. Mais tu rajoutes la musculation là-dessus, c'est une séance, la muscule. C'est une séance contraignante. Il n'y a pas de séance tranquille. Enfin, si, quand on fait de l'endurance de force en reprise. Mais si tu viens en muscule pour faire une séance, alors après, tu peux venir, si, pour faire des assouplissements, de la mobilité ou du travail postural et des antagonistes, effectivement, qui serait un peu quelque chose d'un peu plus tranquille. Mais globalement, si tu veux développer quelque chose, tu vas devoir travailler et c'est une vraie contrainte. Et la force max, moi j'ai eu des discussions un peu tendues avec pas des collègues mais voilà des physios et en disant que la troisième elle est de trop pour moi parce que nerveusement ça tape de trop. Et quand tu fais 30 à 35 heures d'entraînement par semaine, tu vois les dégâts que ça peut donner, quoi. Et franchement, c'est vachement dur à planifier et à organiser. Ouais, ça corrobore à ce que moi je ressens aussi, c'est que nerveusement c'est tellement dur entre guillemets, même si tu fais pas de la force max, que ça t'impacte et même si tu as des courbatures, tout ça, ça impacte après tes séances, on va dire de l'activité elle-même, et c'est plutôt c'est plutôt néfaste déjà rien qu'à mon niveau d'amateur, quoi. Donc ça Ouais, rejoint c'est bien. ça. Ça rejoint. Est-ce que tu as d'autres tu avais parlé que tu avais fait plein de formations au fil des années, que tu te formais régulièrement. Donc moi sur le net quand j'ai fait des recherches, j'ai vu préférence motrice, renforcement musculaire, HRV. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu t'es formé et que tu as vraiment mis en place avec succès, on va dire? Il y a un truc qui pour moi marche. Alors derrière la formation des préférences motrices, j'ai enchaîné avec la neuroharmonisation. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah, qu'est-ce que c'est ça? La neuroharmonisation, c'est un process. En fait, ça vient de l'EMDR. Donc Ok. l'EMDR, voilà, les mouvements oculaires, hein, pour faire court. Donc on traite. Il y a des psychologues qui s'en servent pour travailler avec les sportifs et les non sportifs. Hein, ça marche aussi très bien, forcément. C'est parti de l'EMDR, donc mouvement oculaire de base, avec du tapping.
aussi. Et la personne qui a mis ça en place, euh, il s'est inspiré de l'ENDR et donc de Francine Shapiro, hein. Francine Shapiro qui est une américaine en fait, donc son nom est trompeur. Et il a fait le lien avec les zones du cerveau, des préférences motrices, et il a fait un lien avec beaucoup de recherches sur les mouvements oculaires en lien avec les zones du cerveau. Ça veut dire que on peut traiter des pathologies. Alors moi, j'étais pour la petite histoire le premier certifié de cette nouvelle méthode parce que de suite j'ai enchaîné, ça m'a parlé. Et donc il a fallu que, pour la petite histoire, que je fasse, mais que je me fasse à la fois la main et que je propose un dossier pour pouvoir être certifié. Donc il a fallu que j'ai des candidats sportifs et non sportifs. Et je suis tombé sur des personnes qui avaient des pathologies un petit peu sévères. Et ça s'est toujours bien passé, ça a bien marché. Alors maintenant, je l'utilise pas pour ça, mais j'ai des outils, j'utilise même des mouvements oculaires d'harmonisation, ça veut dire pour être bien, pour se relâcher, pour pouvoir mieux s'endormir. Je le donne aux athlètes où ils savent, ils connaissent leur protocole en compétition. Voilà, s'ils sont et s'ils ont envie. Et des fois, je parlais de Cassandre, des fois, avant des séances, Cassandre, elle me demande, Pascal, fais-moi un peu de mouvement oculaire. Vous voulez que je fasse juste l'exercice pour qu'elle se détende, parce que la technique, c'est pas son truc, elle aimait pas trop, voilà. Bon, après, elle a tellement d'autres qualités qu'elle a le droit aussi d'avoir quelques petites faiblesses. Mais du coup, voilà. C'est assez intéressant. Moi, ça me parle. Après, je l'utilise pas non plus forcément au quotidien, mais s'il y a besoin, j'ai cet outil j'ai cet outil, en effet. Mais j'ai une question qui n'a rien à voir, mais tu vois, au fil de ta carrière d'entraîneur, tu as développé plein de compétences, tu as vraiment amélioré tes connaissances, tu es formé dans plein de choses. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ta carrière d'athlète, tu vois, par rapport à ça, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, les choses que tu ferais différemment, tu vois, le niveau que tu pourrais atteindre? Je trouve toujours ça un peu frustrant de se dire, on apprend plein de choses avec les années, mais qu'on peut plus mettre en place sur soi. Alors tu mets en place sur les autres, c'est bien aussi, mais tu vois, je me dis, waouh, putain, est-ce que c'est frustrant pour toi? Du tout, du tout. Écoute, si tu fonctionnes comme ça, tu vas pas bien vivre, tu vas pas bien vieillir. Il y a rien de, il faut pas. La vie était comme ça, elle s'est faite, elle se construit. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'élever, mais il faut pas vivre de regrets, et de remords. Ça veut dire que tu es passé à côté de quelque chose. Mais à cette époque, ils existaient pas ces outils, donc on n'aurait même pas pu les utiliser. Donc non, moi j'ai pas de regrets. Moi je recommence la même vie, la même carrière. J'ai aucun souci avec. Je suis assez bien en place avec ça. Hein. Non. C'est intéressant. Je connaissais pas du tout cette histoire de neuroharmonisation. J'ai noté tout ce que tu m'as dit là. Je vais aller faire des Tu peux aller recherches. voir sur le site. Hein, Ouais, ouais. euh, le site est assez intéressant. Il propose aussi pas mal de webinaires. Il propose voilà certaines choses. Et Frédéric Marquet, c'est Fred Marquet Ah, qui à chacun son cerveau, le bouquin. exactement. Et ben, je l'ai Ben, lu le son bouquin livre. il est très intéressant le Il est bouquin. super, ouais. Très très bon livre. Très très Et bon ouais, tu livre. vois, là, ça donne. Et voilà. Et effectivement, j'irais moi, alors préférence motrice et neuroharmonisation et tout ça. Bon, la neuroharmonisation, là, chacun son cerveau, c'est comment on fonctionne. Mais effectivement, après moi, quand j'écoute les gens, je me marre. Enfin, je me marre intérieurement. Enfin, je me marre même pas, mais je dis ah tiens, un fonctionnement comme ça. Ah, tiens, un fonctionnement comme ça. Ah, tiens, on fonctionne comme ça. Alors, ça veut dire que il y en a un pour faire court qui va être un peu rationnel. C'est blanc ou c'est noir. Il y en a d'autres qui va être un peu plus sur l'affect, qui va mettre du gris, qui va mettre de la nuance. Il y en a un autre qui va être plus conceptuel et il va chercher à vouloir vraiment comprendre. Tu vois, et dans les discussions, tu le sens ça. Quand tu as un petit peu d'acquis, un peu d'expérience. Alors, c'est vachement intéressant parce que moi, dans des réunions, ça me permet de parler aux gens pas de la même manière. J'utiliserai pas les mêmes mots en fait Ouais, je vois tout à fait. J'avais vu un pour livre. faire passer mon message. Quoi. Ah ouais, j'avais vu un livre comme ça où ça catégorisait un peu les gens. J'aime pas trop les catégorisations, mais tu sais, avec différentes couleurs. T'es bleu, t'es rouge, t'es jaune. Je sais plus comment ça s'appelait. Exactement, c'est exactement ça. Les zones, ces couleurs sont les zones du cerveau qui sont sollicitées.
donc préfrontale ou derrière la tête. Ouais. Et donc, tu peux les solliciter avec des tapping aussi. Hein, il y a tous ces exercices où tu peux solliciter ta zone pour te mettre pour revenir dans ta maison, parce qu'à un moment, on bascule. Tu vois, si on parle des introvertis et des extravertis, on est tous introvertis, extravertis, mais on a une dominante. Là, on est tous les deux en train de faire de l'extraversion, parce qu'on est en train d'échanger, on est en train de parler, on est sur une dominante extravertie. Mais dans une journée, on bascule 80, 100 fois. Et à un moment, tu as envie de te poser dans un coin et d'aller te ressourcer. Il y en a qui ont plus besoin d'aller se ressourcer être dans l'intimité tout seul, prendre un bouquin, être paisible. Il y en a d'autres, ils vont aller boire un coup avec des copains parce que c'est ce qui va les nourrir aussi. Donc voilà, chacun a son fonctionnement et c'est bien de savoir comment on fonctionne parce que ça aide, ça peut aider en effet. Et surtout ça aide quand on bascule. Moi, je suis tellement sensible à ça maintenant, je le sens quand je pars à l'envers, quoi. Quand je commence à vriller, oula, pas bon. Mais... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'actuellement tu veux creuser dans le domaine de la performance ou du fonctionnement humain qui t'anime vraiment aujourd'hui? Ouais, j'aurais bien aimé, mais maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, mais j'aurais bien aimé. Bon, j'ai pas pu pour différentes raisons, mais faire une formation. Alors ça allait toujours dans le même sens. Hein. À l'issue, ouais, c'est 3 ou 4 ans, j'avais demandé ça. C'était sur. Je suis en train de chercher mon mot, moi. L'hypnose. Je voulais faire de l'hypnose. Ok. Toujours pareil j'aurais bien aimé creuser ça en plus de ce que j'avais pour toujours. Hein, c'était pour mettre c'était pas pour faire l'américain sur la piste, mais c'était plutôt pour aider les athlètes, les mettre dans des zones de confort ou balayer des schémas qui étaient pas très favorables ou à l'approche des compétitions, les apaiser pour que qui bouffent pas de l'énergie inutilement. C'est un peu ça. Mais maintenant, il me reste plus beaucoup de temps. Mais tu peux le faire pour Voilà. toi après. C'est pas. Oui, éventuellement, mais je vais continuer un petit peu, mais bon, voilà, je vais aller après les jeux, puis là, je commence gentiment à basculer sur la formation, voilà, l'idée, c'est avant de partir, vers d'autres cieux, je dirais, puisque j'arrive en bout de piste, voilà, de transmettre un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis, et pas partir avec, quoi, le filer aux jeunes entraîneurs, et puis leur filer un coup de main pour qu'ils gagnent peut-être un petit peu de temps dans leur quête au grandissement. J'avais une dernière partie à aborder avec toi. Aujourd'hui, on voit que la France, c'est vraiment une grande nation de triathlon. Là, c'est simple. Moi, je suis pas d'aussi près que toi, mais je suis un peu et c'est limite. Il y a trop d'athlètes qui peuvent faire une médaille au jeu de Français pour le nombre de places disponibles, quoi. C'est vraiment, je trouve ça assez incroyable. Comment toi t'expliques ça? Alors, tu parlais tout à l'heure du système de détection qui était mis en place, le fait que bah voilà, il y avait des têtes d'affiche qui encourageaient la pratique, donc de plus en plus de monde qui fait. Mais toi, qui es de l'intérieur, comment tu expliques je vais pas dire cette domination, mais ce vivier français que je trouve assez incroyable. D'abord, pour reprendre tes propos, c'est pas il y a plus d'athlètes que de médailles, c'est surtout, je pense que tu voulais dire par rapport à la sélection. Oui, oui, bien sûr. Il y a que 3 dossards, chez les garçons, il y a pour le moment quatre garçons qui peuvent prétendre. Après, chez les filles, ça paraît un peu plus limpide pour le moment. Maintenant, il faut jamais écarter, voilà, des athlètes qui pourraient sortir ou revenir en forme ou d'un seul coup, voilà, faut écarter personne. Maintenant, effectivement, il y a des grandes tendances, mais moi, je pense que c'est aussi lié à la fois au travail, je le disais tout à l'heure, qui est fait dans les clubs, avec les jeunes, les écoles de triathlon, et le travail qui est fait avec les entraîneurs de clubs. C'est quand même eux au départ qui ont le vivier en main, hein, avant que ça arrive et sur les centres régionaux et sur les pôles. C'est eux qui font la formation de base. Et c'est la formation de base, les prérequis, c'est eux qui la dispensent. Et ça, c'est vachement important. Donc, je pense que, comme je disais tout à l'heure, voilà,
structuration s'est organisée, la fédération s'est structurée, pardon. Les clubs se sont organisés, les entraîneurs, il y a beaucoup plus de notre système de formation est plus performant. On forme des entraîneurs qui sont beaucoup plus compétents. Voilà, il y a aussi une expérience. Voilà, le triathlon maintenant commence à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et puis donc voilà pourquoi ça marche. Et puis après il y a aussi, on a une génération dorée. On a une génération là depuis quelques temps effectivement où ça joue bien. Chez les jeunes, il y en a encore derrière qui arrivent, mais après voilà, entre les jeunes et l'élite, il y a du chemin. Il y a une marche, elle est très dure à franchir. Et voilà, ça n'empêche, ça remet pas en question le travail, mais en revanche, voilà, des talents comme on a là, on en aura peut-être, je sais pas si on en aura autant, ou plus ou moins en 2028, ou plus ou moins en 2032. Moi, je regarde les autres fédérations nationales, hein, et des Allemands, les Italiens, les Espagnols et les autres et les autres. Il y a eu un moment, ils ont tous eu un moment, il y a des creux. Il y a des creux sur 4 ans, sur 6 ans, sur 8 ans, parce que il y a un petit trou de génération. Voilà, il n'y a pas des athlètes, voilà, des coureuses par exemple comme Cassandre. Voilà, c'est vrai qu'elle est impressionnante quand on la voit courir, et ça sans minimiser le travail et les courses à pied des autres filles. Hein, c'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai qu'elle a on a l'impression qu'elle force pas, qu'elle court comme ça naturellement. On va pas en avoir, on n'en aura pas tous les 10 ans. Hein. Enfin, juste, ça serait bien hein, qu'on en ait deux, trois tous les 10 ans, mais bon, c'est ça. C'était pour imaginer un petit peu le problème, je dirais, générationnel. Enfin, c'est pas forcément un problème, c'est un état de fait, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, est-ce que les entraîneurs de club ont une sorte de plan annuel de développement à suivre? Je sais que dans certaines fédérations, tu as une sorte de codification avec, tu vois, grosso modo, tant d'entraînement vélo, tant en natation, tant en course à pied, ce serait. Et on te dirait, bah voilà, il y a tant d'intensités qui doivent être faites, des exemples de séances, tu vois, comme un peu un guide de l'entraîneur qui serait remis à l'issue aux entraîneurs de club à l'issue d'une formation qu'ils auraient suivie un BPGEPS ou un diplôme fédéral. Est-ce qu'il y a ça en triathlon? Ouais, il y a alors un plan, comme je disais tout à l'heure, Un guide. voilà, ils sont guidés, il y a voilà les fondamentaux à respecter. Après, on joue un petit peu à faire sa sauce, sans faire n'importe quoi, mais aussi il faut aller explorer, il faut prendre en considération la tête. Et forcément, avec les formations qui sont dispensées par la fédération, les entraîneurs qui sortent des DE, des DGEPS, bon, ils ont quand même, ils ont des, ils sont généralement ils sont tous bons. Hein. Maintenant, c'est l'expérience, parce que forcément. L'expérience, c'est au fil du temps, parce qu'il y a c'est les essais et les erreurs, parce qu'on se trompe, on est des êtres humains, et donc ça veut dire que parfois on peut se tromper, on a le droit de se tromper. La perfection n'existe pas, mais voilà, il y a des outils dans les formations qui sont donnés aux entraîneurs. Après, ils les prennent ou les prennent pas. Par exemple, sur l'ancien BF3, désormais maintenant le BF4, moi j'interviens et en prépa physique et sur les préférences motrices. Mais les gens, enfin les entraîneurs qui viennent se perfectionner, puisque c'est des modules, mais ils se régalent. Après, il y a un module, ils se régalent parce que c'est un petit peu nouveau, parce que c'est pas forcément utilisé. Après, il y a des modules, il y a un module sur les conditions, je dirais, environnementales compliquées, l'altitude. Il y a des formations là-dessus. Il y a des formations sur la diététique. Voilà, on va un peu plus loin sur le sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on mange pour être fort à l'entraînement, qu'est-ce qu'on mange pour bien récupérer, qu'est-ce qu'on mange si on a telle pathologie, qu'est-ce qu'on mange, voilà. Et voilà, il y a beaucoup de guides, de formations qui sont dispensés. Et après, ben, on se les approprie ou on se les approprie pas, hein, on prend ou on prend pas. Ça, c'est au choix après des sensibilités, je dirais aussi. On est plus ou moins sensible à certaines choses. Moi, tout à l'heure, j'ai évoqué, tu me posais la question. Moi, la relation humaine, la, c'est hyper important. Je suis sensible, voilà, à ce que l'athlète soit bien, et c'est pour ça que j'ai fait des formations qui étaient plus orientées sur l'individu.
J'en ai fait beaucoup moins sur le système, sur des exercices plutôt, enfin des formations à base physio et autres. Je me suis acquis au fil du temps, tu vois. Et même si j'ai joué un peu, mais c'était pas ma priorité parce que ma sensibilité n'était pas organisée comme ça. Je vois. Et ben, j'arrive au bout de mes questions, Pascal. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu aurais souhaité aborder et que tu veux aborder? Ouais, non, bah, enfin au départ, oui, non, c'est ce qu'il dit. Dis-moi Euh, tout. non, non, il y a un sujet qu'on n'aborde pas et qu'il faudrait. Alors, on va pas le développer parce que c'est pas ma spécialité. Quoique, ça m'intéresse toujours parce que je reviens sur les sur l'individu. C'est la dimension cognitive, la gestion des émotions, le désir de surpassement, la gestion du stress, la motivation. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer dans la perf. C'est hyper important. Pour moi, c'est 60% de la perf. Hein. Si tu peux avoir fait tout le taf que tu veux et bien fait le travail, si tu arrives en compétition que c'est les émotions qui dirigent le jeu, c'est foutu. Ça marche plus. Donc, il y a des préparateurs mentaux qui sont faits pour ça. Hein. Il y a des psychologues qui sont formés pour ça. Faut pas hésiter à aller voir, à aller orienter les athlètes pour que, voilà, qu'ils aillent se faire accompagner et surtout s'entraîner. C'est l'entraînement cognitif, c'est l'entraînement mental. Au même titre qu'on va faire un 12 fois 200 sur la piste. Il faut aller gérer ça, apprendre à le gérer. Moi, je dis toujours, voilà, c'est comme quand on conduit, on conduit une voiture. S'il y a du stress, ben, le stress, c'est le passager. Mais c'est toi qui conduis la voiture, c'est pas le stress qui conduit. Sinon, tu vas avoir un accident. Donc, ce qui veut dire que, voilà, ok, je suis là, je sais que tu es là, le stress, mais c'est moi qui pilote. Donc, du coup, ce qui veut dire concrètement, ça veut dire qu'il faut pouvoir. Le stress, on peut pas l'enlever, ça marche pas, ça. Il est là, mais il faut mieux le maîtriser, mieux le contrôler pour pouvoir s'épanouir en compétition. Voilà, hein, si on a peur au départ d'aller prendre des coups au départ de natation, ça va être compliqué. Mais maintenant, c'est comme ça, il faut aller prendre des coups. Sinon, si on les évite, on n'est pas dans le même jeu. C'est un exemple. Hein. Mais puis il y a d'autres choses. Il y a des athlètes, 3, 4 jours, 5 jours avant une compétition, ils sont tordus du vide et voilà, ils sont du stressés. Donc cette dimension, faut pas la sous-estimer, faut pas dire je m'en occupe pas. Et puis il y a des spécialistes euh, pour ça, hein, pour qui savent travailler sur cette. Et je parle d'entraînement mental, c'est pas aller raconter que sa vie au préparateur mental. Gna, 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 gna. Il faut travailler. Et il y a des situations d'entraînement à mettre en place pour être meilleur. Voilà ce que je voulais rajouter. Est-ce que tu trouves pas que c'est difficile justement pour un athlète de lui dire, tiens, on enlève une séance d'entraînement physique pour faire un entraînement mental? Tu vois, c'est plus dans la mise en application. Peut-être que la difficulté réside. Plus difficile. C'est comme je disais, si tu le fais pas et effectivement, tu vas faire ta séance absolument d'entraînement physique, mais que le dimanche, ben voilà, les émotions ont pris le dessus et tu gères pas, et ben, à quoi il sert ton entraînement physique? À quoi il sert? Franchement, tu vas perdre 20-30% de tes capacités. Bon, ça sert à rien. Autant tu reviendras, on la fera l'entraînement, mais quand tu géreras mieux tes émotions. Moi, ça me pose pas de souci, hein, de faire péter une séance. Pour que la tête il maîtrise bien. Alors après, effectivement, c'est un peu à la mode les prépas mentaux. Hein. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a différentes méthodes, hein. Mais ce contrôle des émotions, enfin quand je dis contrôle, c'est l'acceptation et le contrôle, parce que ça n'existe pas de dire ah non je suis pas stressé. Ça marche pas ça. Donc voilà, je reviens à ce que je disais. Je suis un peu lourd là, mais qui c'est un secteur qu'il faut travailler. Alors effectivement après quand il y a des si on fait un peu du longue distance, la zone de stress est un petit peu différente parce que on est plus sur de contrôle déjà d'allure, on est sur des contrôles de charge, voilà. Donc on est obligé déjà de gérer tout son pacing dès le départ et autres.
Donc voilà, mais après sur les courtes distances, enfin, les M et les sprints, ben ça, tout va très vite et on peut vite se laisser envahir. Et c'est surtout se laisser envahir en situation de pré-compétition, ce qui fait que quand on parlait de HRV, tu fais un HRV avant une compétition de quelqu'un qui est stressé, les émotions, elles tombent, les énergies, pardon, elles tombent à vitesse grand V. C'est comme si t'arrivais avec une bouteille pleine, ça c'est ton niveau d'énergie. Et ben rien qu'avec le stress, et ben d'un coup ta bouteille elle est à moitié pleine ou à moitié vide, ça dépend de quel côté on voit les choses. Mais t'as plus la même dose d'énergie, t'as plus la même dose d'essence. Avant t'avais 1 litre d'essence, là t'as plus qu'un demi-litre, donc tu vas pas faire la même performance. Donc voilà un petit peu un peu l'image, quoi. Ouais, non, mais je vois que c'est un domaine qui est de plus en plus investigué. Moi, j'ai un copain qui fait ça, l'entraînement, il appelle ça neurocognitif. Il appelle ça comme ça. J'avais testé à l'époque un casque, j'ai plus le nom, je sais plus comment ça s'appelle, qui n'existe plus. Je sais pas si tu as connu, c'est un casque que tu mettais et ça, pendant 1 heure, tu étais un peu plus activé au niveau des ondes bêta. Et donc, il conseillait d'utiliser ce casque pour faire de l'imagerie motrice, justement en même temps, pour justement mieux apprendre certains mouvements ou mieux visualiser certaines situations, qu'elles deviennent plus normales pour toi. Mais ouais, ça se développe de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je te posais la question, on attend que ça aille mal pour y venir, tu vois. Tu dis l'athlète fait une mauvaise compétition, donc hop, on va faire ça. Alors que en théorie, si on le pouvait, ce serait bien que ce soit fait avant. Ah oui. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est tu as parlé de neurocognitif. Bon après, faire très attention qui l'utilise. Il y a toujours du commerce derrière tout ça. On a toutes ces machines, mais c'est le neurofeedback. Donc pareil, c'est connecté. Tu regardes un ordinateur et ça te remonte tes énergies et ça te diminue tes émotions et là tu es un peu plus, je dirais, t'es pas complètement passif, quoi, mais ça marche pas très. Alors ça c'est souvent fait chez les psychologues. Hein. C'est un outil qu'il faut utiliser d'une manière, je dirais, professionnelle, mais c'est quelque chose qui marche bien et ça marche bien pour les sportifs, mais ça marche bien. Justement, je parlais de psychologues pour des gens, voilà, qui ont des périodes délicates, divorce ou autres, voilà, qui peuvent aider à mieux surmonter des moments délicats, quoi. Et super Pascal, je me suis régalé. Tu m'as donné plein de pistes que je vais creuser. J'ai noté toute une page de pistes. À ce point-là. Ouais, vraiment, t'as dit plein de trucs qui étaient hyper intéressants pour moi, qui suis toujours en quête de compréhension. Donc, je vais tout aller chercher avec le temps. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Je remercie encore une fois Joseph de nous avoir mis en relation. Je me suis régalé. Okay. Parfait. Et donc, est-ce que s'il y a des gens qui veulent te contacter, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as un lien de contact à donner ou tu es trop occupé pour l'instant? Non, par mail. Après, non, tu peux par mail s'ils veulent m'envoyer un mail, s'ils ont des questions, pourquoi pas. Hein. Non, pas de problème. Par le mail que je t'ai donné. Ok. C'est pas mon mail pro, c'est mon mail perso, ça. Ok, donc ceux qui écoutent, n'hésitez pas à me contacter, je vous le donnerai avec plaisir. Voilà, pas de problème. Et c'est cool. Et merci encore à toi, Pascal, pour ton temps et avec plaisir. Peut-être à bientôt. Allez, ouais. Bye, bonne fin de journée. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine.